Ok, cette histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire qui m'a beaucoup marqué dans ma vie. C'est vraiment, c'est long, mais je dois l'expliquer. Mais je vais couper un peu depuis, bon, pas tellement au début quoi, mais je vais essayer de résumer, mais pas un résumé aussi bon. Je vais commencer là où je me retrouve le plus. Parce que l'autre, je ne me rappelle pas assez des faits. Mais c'est là où je me rappelle le plus que je vais commencer par là. C'était un dimanche comme aujourd'hui, d'ailleurs. Ça tombe bien, les choses tombent bien. C'était un dimanche comme aujourd'hui. J'étais en train de me tailler les ongles. Et puis, au niveau de l'orteil, la lame que je tenais en main m'a blessé. Tellement la lame est rentrée dans ma chair que j'ai tiqué un peu, ça m'a paru un peu bizarre. Ouais, ça m'a paru tellement bizarre que mon intuition m'a dit qu'il y a quelque chose de si mal qui s'est passé. Quelque chose de pas bien en tout cas qui s'est passé. Je savais pas trop ce que ça pouvait être, mais je savais tout de suite que quelque chose n'allait pas. Parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup travailler avec la tête, qui sait que tout ce qui se passe dans cette vie n'est pas un fruit du hasard. Chaque chose a toujours une signification, seulement que nous ne prêtons pas attention pour savoir trop pourquoi les choses se passent ainsi. Mais je me suis dit qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc j'étais devenu bizarre tout d'un coup. J'étais assis avec des gens même, c'est-à-dire on était en train de causer quoi, entre élèves, parce que j'étais en ce moment en classe de 6e. Je venais à peine d'avoir mon entrée en 6e, il y avait quelques mois, voire 4 mois, pas trop duré même, 3 mois je dirais. Donc, j'étais assis avec des amis élèves comme moi un dimanche, on causait et puis il y avait la lame en main, il était en train de me tailler les ongles de la main, du pied, puis arrivé sur mon orteil là, je me suis blessé. Pas beaucoup fait attention. La lame était aussi tranchante, oui. Donc, j'ai commencé à me faire des idées parce qu'au village, souvent, ma maman me disait non, que les blessures graves ou bien quand un fait très grave t'arrive, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui vient de se passer quelque part. Voilà, donc, j'ai pensé à ma mère et j'ai dit, mais tiens, elle m'avait dit dans le temps, souvent, quand tu te blesses de cette manière, c'est que il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, donc j'ai pensé à elle en même temps et je dis bon, dans tout le cas je suis encore petit, je suis encore gamin, donc je sais pas si pour moi là peut-être comme pour les grandes personnes j'ai négligé, mais quand même j'ai été bizarre quand même et j'ai arrêté de parler avec mes amis, ils étaient un peu calmes. Ils ont su qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, ils m'ont demandé il y a quoi, j'ai dit non il n'y a rien. Je ne voulais pas les faire savoir aussi que j'étais blessé. Mon sang qui coulait, j'ai bloqué le sang avec ma main. Et j'étais assis, attrapé mon orteil, j'étais assis avec un cousin. Mais ma main était sur mon orteil, comme ça. Mais personne n'a su ce qui s'est passé. Jusqu'à ce que le sang, l'hémorragie s'arrête et puis bon. Je quitte le lieu. Je quitte près d'eux quoi. Ok, ce dimanche-là, vraiment comme je l'avais pensé, un fait vraiment grave venait de se produire. Très grave d'ailleurs. Un fait qui allait beaucoup me marquer toute ma vie. Donc, on est resté là-bas. Le temps après c'est passé, il a commencé à causer avec tout le monde. Je m'amusais, on s'amusait comme d'habitude. Le lundi matin, je suis allé à l'école comme d'habitude. Et mon retour de l'école, 14h, voire, oui, non, je suis venu j'ai fini à 12h. J'étais venu à la maison, mais je suis pas vite rentré à la maison. Donc le temps de rentrer à la maison, je suis rentré à 14h par là. 15h jusqu'au soir, on était là. Et puis vers 19h,
Mon grand frère, mon cousin, est venu du village. Il était avec nous à Abidjan. Pardon, c'était à Biakouma d'ailleurs. Ça s'est passé à Biakouma. Donc, il est venu avec nous. Il est venu nous retrouver à Biakouma pour dire, tiens, parce que lui était allé en congé, moi il n'était pas allé, c'était un congé de Toussaint ou bien un truc comme ça, il ne sait pas trop. Donc lui n'était pas vite revenu. Et on avait repris le cours après lui. Donc, lui maintenant, le temps qu'il nous rejoigne après les congés, c'est là qu'il revient avec une mauvaise nouvelle. Mais il ne m'a pas annoncé cette mauvaise nouvelle sur le champ. Il est venu, il m'a dit, tiens, bon, je dois aller à Mans, présentement, croiser ton grand frère, Olive. Je dois aller chercher Olive, on doit se retrouver au village, on doit rentrer au village. Il dit, mais il y a quoi au village? Je suis au cours, tu sais, je vais à l'école, tu sais. Je dis, oui, je sais, mais si on doit aller au village, c'est ce qu'il y a une urgence. On dit, on vous demande au village, toi et ton grand frère, parce qu'il y a un grand sacrifice familial, c'est-à-dire la grande famille se retrouve pour un sacrifice. Donc, toi et ton frère, vous devez être là. J'ai dit, mais sacrifice. Et puis, ils ne nous ont pas reçus pendant les congés pour que ça se passe là. Après le congé, juste quelques 2 jours après le congé, et puis on veut qu'on vienne au village laisser les cours. C'est que c'est un truc aussi grave. Mais toujours juste, je ne pensais pas toujours à quoi, je ne savais pas ce que ça pouvait être. Mais je n'ai pas fait confiance à sa parole parce qu'il m'a dit que c'était un sacrifice. Je savais que ce n'était pas un sacrifice. Ça n'était jamais arrivé depuis que j'étais au village. Je n'ai jamais vu ce genre de choses. Donc voilà un sacrifice aussi très grand qui peut réunir toute une famille, une grande famille d'ailleurs. Et qu'on doit être présent, moi et mon frère, obligatoirement, c'est-à-dire que ça nous concerne aussi de très près. Donc, j'ai douté. Mais ok, je voulais voir. Et il est parti à moi, aller retrouver mon grand frère. Ils sont venus ensemble le lendemain. Et ce même lendemain, on a embarqué pour Sipilou, au village, pour notre village. Donc, arrivé au village, pendant le voyage, il ne nous parlait pas trop de ce qui s'est passé. Quand je lui demandais, mais qu'est-ce que ça pouvait être, il dit, tiens, bon, arrivé là-bas, tu vas voir, mais en tout cas, c'est grand. Il dit, ok, on va voir. Donc, arrivé au village, temps normal, quand vous arrivez au village du voyage, c'est-à-dire à la gare, le véhicule doit vous laisser à la gare, normalement. Mais là, le véhicule ne nous a pas laissé à la gare. Le véhicule a pris la direction de notre maison, c'est-à-dire nous envoie directement à la maison. On était tellement, c'est-à-dire, je ne sais pas comment employer le mot, mais les gars prenaient tellement soin de nous que je savais qu'il y a quelque chose de pas bien qui s'est passé. Parce qu'ils nous mettaient tellement dans les conditions. Normalement, quand on quitte en voyage, on descend la gare et de là maintenant on marche, on va à la maison où bon, là c'est un petit village, il n'y a pas de taxi emprunté, voilà. Donc on marche, on va à la maison, les gens vont vous voir, ah bonne arrivée, voilà, vous faites les câlins et autres, vous rentrez à la maison. Peut-être souvent c'est les chariots qu'on prend, les bagagistes qui nous prennent pour aller à la maison. Mais là, ça n'a pas été le cas. Le véhicule a fait direct avec nous à la maison. Et pas chez nous à la maison, chez ma grand-mère, chez notre grand-mère, disons. Le véhicule a pris direction de chez ma grand-mère. Il dit, mais pourquoi on ne va pas à la maison? Il dit, non, on va chez la vieille. C'est chez la vieille que le sacrifice aura lieu. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe au juste? Tu sais quoi? Qu'est-ce que tu caches? Il a commencé à lui poser assez de questions. Qu'est-ce que tu caches, franchement? Dis-moi la vérité, ça fait quoi? Il dit non, on va arriver tout à l'heure, parce que dans tout le cas, on est déjà arrivé, tu verras tout à l'heure. Donc, arrivé chez la grand-mère, il y avait pas mal de monde là-bas, mais bon, les gens étaient un peu réservés. Quand on est arrivé, ils nous ont salués, mais ils sentaient un peu la tristesse sur leur visage. Bon, je voyais un peu des gens partout, bizarres, tristes. Je me dis, mais quel sacrifice qui rend triste aussi.
Et on a salué, on dit ok, bon, ils sont arrivés, ok, ils doivent aller maintenant à la grande cour. Je dis mais encore, le véhicule nous a pas laissé à la maison là-bas. On nous dit que c'est chez la grand-mère, le sacrifice se passe. Et chez la grand-mère, on dit on doit aller encore dans la grande cour, chez nous, maintenant à la maison, à domicile. Pourquoi tout ce vacarme, tout ce tralala? On y va. Et en route, je vois un de nos cousins, le petit frère, celui qui était venu nous chercher là, qui nous dit, qui nous croise en route, il nous salue. Et après la salutation, il a senti lui-même, il était en train de pleurer d'ailleurs. Et quand il m'a vu, il a commencé à pleurer parce qu'il y avait une intimité entre lui et moi. On était très proches l'un de l'autre. Donc, quand il m'a vu, il a commencé à couler les larmes. Et j'ai dit, mais pourquoi tu pleures? Il ne pouvait pas me répondre. Et puis, moi aussi, du coup, j'ai commencé à pleurer. J'ai su qu'il y a quelque chose qui s'est passé, surtout un décès. Donc là, je savais que j'avais perdu un parent. Mais lequel? Ma mère ou mon père? Ou Amarat? Ou l'un de mes frères, petit frère, resté au village? Mais si c'est mon petit frère, ils étaient tout petits. On ne pourra pas nous faire venir au village pour ça. Si c'est ma marade, c'est vrai que c'est une personne importante, mais on ne nous fera pas venir au village pour ça. Mais si on nous a fait venir au village et qu'il y a un cas de décès, donc soit c'est mon père ou c'est ma mère. Je ne savais pas vraiment qui ça pouvait être, mais dans tous les cas, les deux me coûtent très cher. Je ne voulais pas en perdre. Je ne voulais pas perdre un de ces deux. Mais comme la situation était déjà arrivée et le problème se posait déjà à moi, je me disais maintenant que si c'était un décès, je préférais que ça soit le décès de mon père. Je sais pas, je n'ai rien contre lui, mais je préférais que ça soit lui. Parce que ma mère me coûte encore très cher que mon père. Je sais pas pourquoi, mais elle me coûtait très cher. Donc je priais que ce soit mon père maintenant. Ok, on commence à aller à la maison. Et en route, les gens nous saluent de partout. On est célèbre tout d'un coup. Ah bonjour, bonne arrivée. Eh, vraiment, quand j'ai entendu la mort, il y a un qui commentait un peu à distance là, qui a dit la mort. Mais c'est les pauvres enfants. Elle a laissé les pauvres enfants. Elle dit, quand j'ai entendu, elle a laissé les pauvres enfants là, comme ça qui. Et la mort. Quand j'ai entendu ce truc là, vraiment, je savais que c'était fini pour moi. Je venais de perdre ma mère. Sans avoir une réelle information, une réelle vérification, mais j'ai su que je venais de perdre ma mère. Et c'était exactement ce qui s'était passé. Mais ils m'ont caché jusqu'à ce que quelqu'un à distance là-bas dise la mort, elle a laissé ses pauvres enfants qui. Cette parole me traverse la tête jusqu'à aujourd'hui. Et c'est comme ça, on a commencé à aller à la maison, on continue le chemin. On arrive à la maison. À 21h, beaucoup, je dirais, 22h là-bas. Notre cour est rempli de monde. Des vieillards, des vieilles personnes par-ci, par-là, des jeunes. En tout cas, notre cour est tellement rempli de monde, inondé de monde que j'ai dit que ouais, c'était fait. J'ai perdu ma main. Et dès qu'on rentre dans la cour, j'ai commencé à pleurer, me débattre parce que je savais ce qui s'est passé. Et on rentre, je vois mon père qui est assis. Et il est entouré de vieilles personnes, ils sont assis, en train de le consoler, il pleure lui aussi. Quand j'ai vu mon père, il dit ouais, c'est confirmé, c'est ma mère qui n'est plus.
Parce que si c'était pas mon mère, si c'était mon père qui était décédé, c'est pas lui que j'allais voir en premier. Donc c'est que c'est ma mère qui est décédée. J'ai commencé à pleurer, faire du bruit, m'attraper. Les veillants ont ordonné aux gens de m'amener loin. Ils ont demandé qu'on m'amène loin de la maison. Que je ne dois pas dormir là-bas ce jour-là. Parce que je venais de perdre ma mère. J'ai perdu ma mère. J'ai pleuré toute la nuit. Je sais pas. J'ai pleuré. Jusqu'aujourd'hui, je pleure. Je continue de pleurer. Je pleure toujours ma mère. Moi qui étais si brillant à l'école, j'ai jamais repris de classe. J'ai perdu ma mère à 12 ans. 12 ans, pendant que j'étais en classe de 6e. J'ai pleuré cette nuit. Mais impossible. Elle ne pouvait pas revenir. Elle ne reviendra plus. Peut-être moi qui irai la rejoindre. Si le bon Dieu me le permet de la croiser là-bas, à l'au-delà. Je veux la voir pour une dernière fois, si possible. Passer quelques jours au village et on est retourné à l'école. Mais je ne pouvais plus étudier. C'est depuis ce jour que tout a commencé à se bouleverser dans ma vie. Tout est mélangé. Je n'étudiais plus. Mes notes à l'école ont commencé à baisser. Rien n'allait plus chez moi. Je ne pouvais plus rien faire. La paresse m'a animé de devenir paresseux tout d'un coup, affaibli par la perte de cette dernière. Elle me coûtait tellement cher que jusqu'à aujourd'hui même, je peux encore pleurer. Chaque fois que j'y pense, je pleure parce que je n'arrive pas à m'en passer. Malgré mon âge aujourd'hui, j'ai aujourd'hui un enfant qui a 11 ans aujourd'hui. C'est-à-dire, quand je perdais ma mère, j'avais 12 ans. Aujourd'hui, j'ai un enfant qui a 11 ans, qui passe en classe de 6e, qui est en 6e cette année. Mais je continue de pleurer ma mère parce que je ne supporte pas son départ prématuré. Maman, qui t'a fait ça? Dis-moi. Je sais que tu connais celui qui t'a fait ça, ou celle qui t'a fait ça. Dis-moi. La personne ne va pas bien faire. Ils t'ont pas laissé t'occuper de nous. Parce que si tu étais là, on ne sera pas ce qu'on a aujourd'hui. On sera très grand. On n'a pas voulu ça. On n'a pas voulu qu'on soit grand. Ils t'ont arraché à nous. Ils t'ont arraché à nous parce que tu défendais la famille. Parce que tu t'occupais de la famille. Avec toi, la famille sera très grande. Avec toi, on sera de très grands messieurs dans ce monde. Mais aujourd'hui, je ne sais pas où je vais. Comme le dit Maître James, moi je roule en ce moment sans rétro. Je pourrais dire même que je suis
en mode pilote automatique. Je ne sais même pas où je vais. Je vis difficilement. Mon enfant ne vit pas avec moi aujourd'hui parce que j'ai pas les moyens. Je n'ai pas de travail, pas de diplôme, sans argent. Je dors péniblement. Je mange difficilement. À regarder mon visage, tu penseras que je viens d'une zone de guerre. Oui, je viens d'une zone de guerre. Mais la guerre en Côte d'Ivoire est terminée. Mais cette guerre aussi nous a pénalisés. Je pourrais dire que ton départ aussi a occasionné pas mal de choses, de mauvaises choses dans ma vie. Je te pleure, maman. Mon frère Olive me rejette. J'ai perdu ton mari qui était notre papa en 2016. Il nous a laissé lui aussi. Lui aussi, il est parti comme toi. Il est parti comme toi. Ces sorciers n'ont pas pitié. Maman, tu me manques. Prie pour moi. Guide mes pas depuis là où tu te trouves. Guide mes pas. Prends soin de moi. Mon enfant, aujourd'hui, est ton ennemi. Je lui ai donné ton nom. C'est toi en personne. De par elle, protège-nous. Protège-nous de toutes ces mauvaises personnes pour ne pas qu'on me l'arrache ou qu'on m'arrache à elle. Que elle et moi, on demeure longtemps sur cette terre pour qu'on puisse relever notre nom, le nom de notre famille, que notre famille retrouve la place qu'elle devait occuper dans notre village, dans notre région et dans notre pays. Je dirais même dans notre continent et aussi dans notre monde. Je t'aime, maman. Je t'aime, maman.